Bienvenue à cette première journée régionale du réemploi des emballages. Je vous remercie pour votre présence. Je pense qu'on est globalement, avec les co-organisateurs, contents de l'affluence à ce premier événement régional. On va démarrer la journée. Je vais commencer par me présenter. Je suis David Lacroix, animateur, coordinateur de consigne et réemploi en Bourgogne-Franche-Comté. Je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive du programme. Je crois que la plupart d'entre vous en ont déjà pris connaissance. Les autres, je les laisserai se faire porter en bonne compagnie. On peut tout de même noter un découpage en deux parties de la journée. Une première partie que vous trouvez sur la gauche qui est plutôt dédiée à l'acculturation. On va essayer de mettre tout le monde sur le même niveau de compréhension. On va rester un peu en surface, mais ça permettra à tout le monde de prendre vraiment un socle de connaissances suffisant pour se attaquer entre guillemets la deuxième partie dédiée là plutôt au partage de retours d'expérience par le biais de plusieurs tables rondes construites autour de la boucle du réemploi dont on vous reparlera dans quelques instants. Sur cette deuxième partie, nous avions le souhait de mettre en lumière la diversité des acteurs et des modèles qui peuvent coexister et coopérer. Je dois vous avouer que grâce aux nombreux intervenants et intervenantes qui ont bien voulu contribuer à cette journée, je pense que le pari est tenu. Donc en tout cas, je tiens à les remercier à nouveau à cette occasion-là. Sur un volet plus pratico-pratique et sur les objectifs de la journée. Voici quelques objectifs que nous nous sommes donnés donc, en préparant cette journée. Je vous laisse en prendre connaissance pour plutôt vous faire part de deux objectifs peut-être plus conceptuels, mais tout aussi importants dont on peut vous faire part. Le premier, tout d'abord, c'est susciter la curiosité. On espère que vous découvrirez de nombreuses raisons de soutenir ou de se mettre au réemploi des emballages. Et puis, le second objectif qu'on a aussi, c'est de vous donner du courage, en constatant que de nombreux acteurs existent et contribuent déjà au retour du réemploi des emballages, que certes, il y a encore des freins, mais qu'il y a aussi de nombreux leviers. C'est notamment dans le cadre, je pense, des tables rondes et des retours d'expérience que vous pourrez découvrir ces freins et leviers. La journée est dense, donc aussi je profite de cette introduction pour rappeler à l'ensemble des intervenants et intervenantes l'important de respecter le timing prévu. On souhaite vous offrir une vision globale et systémique. On est donc conscient du risque, du caractère potentiellement descendant et potentiellement un peu assommant d'une telle journée. C'est pourquoi on a prévu plusieurs temps de pause. Donc j'en profite pour remercier d'ailleurs donc la Biocoop La Canopée pour les pauses café, la menuiserie en partenariat avec Bocaux & Co pour le déjeuner. Si le repas vous plaît, au passage, et ça je n'en doute pas, vous pourrez d'ailleurs commander un plat à emporter dans un contenant consigné. Donc vous aurez plus d'informations lors de la première pause déjeuner notamment. C'est pour ça qu'on vous a demandé aussi justement si vous restiez pour le déjeuner ou pas pour qu'on puisse se permettre de vendre ces plats à emporter. Nous vous offrirons d'autres respirations et l'opportunité d'être un peu plus partie prenante lors des temps de questions-réponses et notamment à minima lors des 10 dernières minutes de chaque table ronde. Ça, la consigne, je dirais, a été communiquée aux intervenants et intervenantes, plus particulièrement aux animateurs et aux animatrices. Si jamais vous n'avez pas le temps de poser votre question de vive voix ou vous êtes timide, vous pouvez également les communiquer via un groupe de discussion en scannant le QR code que vous voyez s'afficher ici. On le représentera en temps et en heure à l'issue des différentes tables rondes. C'est aussi l'occasion justement de peut-être commencer à constituer une communauté d'échanges informels par ce biais-là. Ça nous permettra aussi de répondre à l'ensemble des questions à l'issue de cette journée dans le cadre des éléments récapitulatifs pour que justement vous soyez partie prenante et qu'on ne vous oublie pas et qu'on puisse faire appel aussi aux différents acteurs et actrices qui ont peut-être une réponse aussi plus sachante que nous. Voilà, on espère que la journée vous plaira. On vous sollicitera bien évidemment a posteriori pour savoir ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu et nous permettre de construire notamment une deuxième journée à l'attention des acteurs opérationnels dans une alternance pour l'instant imaginée de sensibilisation, facilitation, sensibilisation, facilitation. Voilà, on espère surtout que cela vous donnera envie d'agir et de faire appel à nous pour vous soutenir. Je vais dorénavant... Alors, non, effectivement, on a convenu d'un petit temps pour briser la glace avant de laisser la parole aux co-organisateurs pour le discours d'ouverture. Et je vais aussi effectivement spécifier autre chose que j'ai oublié. Sur la captation vidéo, il y a une captation vidéo qui est prévue tout au long de la journée pour vous offrir des replays, un reportage, un retour en images dans quelques mois.
Donc si vous ne souhaitez pas être à l'image, on vous invite à vous positionner à gauche et à droite, vous serez hors champ caméra, et comme ça vous serez tranquille vis-à-vis de ça, sait-on jamais. Voilà, maintenant ce que je vais vous demander justement pour que chacun, on n'a pas le temps malheureusement, et la journée n'est pas organisée de la sorte pour prévoir des temps de présentation de chacun et chacune, à lever la main à l'issue des questions pour que chacun sache un peu qui est qui. Donc je vais déjà demander à ceux qui sont des acteurs publics de lever la main. Acteurs publics. Très bien, merci. Je vais par principe poser la question, mais demander qui est acteur privé. Voilà, comme ça on situe. On a plutôt un bon équilibre. Alors tout le monde n'est pas encore arrivé, on attend encore pas mal de personnes, mais ça donne une tendance. Merci à vous. La question que je vais vous poser maintenant, c'est qui est acteur du réemploi, mais qui est acteur du réemploi opérationnel. Donc j'entends un acteur qui contribue directement à une boucle de réemploi. Merci. Voilà, donc ça, typiquement, on espère qu'il y en aura bien plus aux prochaines journées. Je vais quand même poser la question aussi de qui est acteur du réemploi, mais en tant que facilitateur, qui à un moment donné vient soutenir les acteurs du réemploi. C'est important qu'on les identifie aussi. Merci à vous. Et puis, pour clôturer, je vais vous proposer de lever la main pour qu'on ait un petit peu la distribution géographique. Donc, on va faire dans l'ordre numérique. Qui vient de Côte d'Or? Merci. Qui vient du Doubs? Qui vient du Jura? Qui vient de la Nièvre? Ah, merci. Qui vient de la Saône-et-Loire? Qui vient de Lyon? Et enfin, qui vient du territoire de Belfort? Ah, on n'en a pas. C'est à noter. Ah, j'ai oublié la Haute-Saône. Désolé. Oui. Désolé pour l'oubli. Très bien, sur ce, je vais dorénavant laisser la parole donc, aux co-organisateurs de cette journée. Donc, dans l'ordre, Claude Mercier, conseiller régional délégué en charge de l'économie circulaire et des déchets à la région Bourgogne-Franche-Comté. Puis Jean-Luc Soblet, directeur régional délégué à l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté. Et enfin, Julien Bouzenot, président de l'association Consigne et Réemploi en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à toutes et à tous. Mot de bienvenue de la part de la présidente, de Marie-Guide Dufay, qui suit ces questions environnementales, écologiques, si j'ose dire, de façon très proche, très rapprochée. Et pas seulement sur ce domaine aussi précis, sur l'ensemble des domaines qui concernent la transition écologique. Elle en a d'ailleurs montré la preuve, puisque je présente les excuses, l'absence de Stéphanie Mode, qui est à Bruxelles, dans le cadre de la commission qui réunit régulièrement les vice-présidents concernés. Sa charge est celle de la transition écologique, elle s'occupe d'énergie, mais elle s'occupe aussi de la biodiversité, de l'eau. Il y a même un conseiller régional délégué à ces thèmes-là. Et puis, elle se préoccupe aussi de la gestion des déchets. Nous sommes actuellement dans le cadre d'une remise à plat. Le travail est fait de cette feuille de route sur les déchets et qui sera inscrite dans le cadre de la modification du SRADET. Ce sera fait dans les mois qui viennent. Et puis elle s'occupe globalement, mais finalement un jour ou l'autre, on va rassembler le thème des déchets sans doute sous le chapeau global de l'économie circulaire. Entre nous, le terme, parmi les gens qui sont présents, ces termes-là ont du sens, pas forcément encore dans le grand public. C'est une partie des objectifs que nous partageons sans doute les uns et les autres, de savoir comment nous pouvons faire passer par la multiplication de ces actions de type quotidienne pour que d'un seul coup, ces changements de modèle dont on va reparler, mais ce changement sociétal que nous essayons d'accompagner, trouve sa place, prenne ses marques.
j'avais demandé effectivement qu'on dise un peu qui étaient les personnes présentes, parce que dans, David Lacroix l'a dit tout de suite, dans les missions, dans les objectifs que nous avons, lorsqu'on dit que l'on veut construire un réseau régional, construire une communauté régionale, ben, il est important de se connaître. Et éventuellement aussi de faire un peu tomber les distances qui se mettent en place. Une des premières étant de dire que chacun étant dans sa sphère, un peu dans son silo, et les élus font partie d'un des silos. Celui-là, il est souvent d'ailleurs non pas mis à l'écart, mais il se met parfois à l'écart, alors que pour ce qui est des territoires les plus proches, de proximité, souvent ils interviennent, ils sont plus que présents, mais dès lors que l'on gravit la hiérarchie, on peut avoir l'impression des fois que les élus sont très éloignés de ces préoccupations-là. Alors je ne vais pas faire une défense pro domo, mais même personnelle de cette chose-là, mais ça ne pourra pas tenir. On ne pourra plus avoir d'élus, chacun étant plus ou moins à l'aise dans tel ou tel domaine, mais on ne pourra pas avoir d'élus qui sont, j'allais dire, au coup par coup, en représentation pour essayer de faire avancer les politiques qu'ils ont contribué à mettre en place. Non, les élus, eh bien, ils doivent à un moment donné porter la politique qu'ils ont soutenue, qu'ils ont voulu. Et ça exige de le faire par des rencontres fréquentes. Dans les projets, il y a l'idée d'organiser des rencontres annuelles. En voici une première. Elle doit servir, pas forcément à tisser des liens interpersonnels en tant que tels, mais à montrer qu'il y a en permanence des allers-retours entre ce qui va remonter du terrain, comme l'on dit, enfin qui va être exprimé par les acteurs du terrain, et puis ce que comment la façon dont les élus peuvent le mettre en œuvre. Pas seulement du lobbying, pas seulement de l'influence directe, mais des choses faites au grand jour, exprimées au grand jour, rendues publiques, qui font qu'à un moment donné, eh bien, quelque chose se passe qui dit qu'il y a véritablement eu un consensus. Alors, donc, très heureux d'avoir pu faire un petit peu cette vision globale sur le plan des origines des uns et des autres. Ben, c'est bien, il me semble que le pari est assez rempli, il y a une diversité, il faudra la maintenir. On l'a vu et on en a souri les uns les autres, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de centre-périphérie dans la façon de pouvoir participer à une telle réunion. Assez logiquement, la mobilité peut en expliquer une partie, mais pas seulement. On a bien quelque chose à faire, et ça vaut pour d'autres politiques, pour que les choses ne soient pas, j'allais dire, centrées autour des principaux pôles et de ceux qui sont les plus proches des centres géographiques. Il faut que l'on prenne soin de toutes ces périphéries, de tous ces territoires qui sont parfois, ont le sentiment d'être délaissés et qui finissent par fonctionner quelquefois en circuit fermé. Donc, bienvenue à ceux qui ont fait l'effort particulier de venir un petit peu plus loin. Alors, besoin d'un point d'étape, je l'ai dit, il a été organisé par David Lacroix et au nom de la région et des co-organisateurs, je le remercie tout particulièrement. On aura peut-être l'occasion de le refaire en toute fin de journée. Il est dans son mandat, j'ose terme, un peu en fin, mais il y a déjà quelqu'un dont on sait qu'il va le remplacer. Il y a une continuité. La région avait voulu apporter, et pas seul, avec les voisins, notamment mon voisin ici à ma gauche, porter cette idée qu'il fallait, j'allais dire, identifier, personnaliser l'idée de la volonté de travailler sur ces thèmes-là. Il l'a fait en lien permanent avec le service environnement, que je remercie. Ils sont là derrière moi. Louise Rouget, elle, est dans la salle, mais Dominique Marie est bien présent. Vous le connaissez, mais aussi le directeur adjoint, Jean-Noël Thomas. Alexandra aussi est là. J'espère n'avoir oublié personne. Ce service fait ce qu'il peut pour que les choses avancent, mais ça, vous le savez. Alors, je vais conclure en émettant quelques souhaits, justement qu'on parle vrai. David Lacroix l'a dit, il faut que nous ayons, à la fin de journée, une sorte de tableau de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc, j'ose dire, pas de langue de bois, il faudra nous le dire, sous la forme des plénières, des tables rondes qui vont exister, mais il faut que ça remonte.
on lance parfois des politiques, et puis on se dit, voilà, ben ça y est, on a construit la chose, et puis on va laisser les choses se dérouler. Vous, là où vous êtes, vous avez bien envie que la collectivité qui a lancé les choses agisse, et ne pourra agir que si elle a en tête les contraintes, les obstacles, mais aussi les propositions de solutions qui viennent de vous. On le sait d'autant plus qu'on s'abrite, et on a raison, on s'abrite. On s'appuie sur les lois, la loi AGEC, sur la loi aussi climat et résilience, qui nous fixe des cadres, mais on l'a vu, j'évoque ici par exemple les péripéties qui ont lieu sur l'artificialisation, eh bien on voit que des fois une loi peut venir en défaire une autre. Donc il y a une vigilance, cette vigilance c'est celle des politiques, mais je vous demande de nous faire savoir ce qui pourrait être justement en risque à travers dans les textes qui sont issus de ces lois-là. Donc une communauté régionale, on a besoin d'une sorte de cartographie pour savoir ce qui se fait, même là où les gens ne sont pas présents forcément aujourd'hui. On a besoin donc d'une sorte de rapport annuel, de savoir où on en est, et d'une continuité, que ça remonte jusqu'à nous. Et à la fin du fin, on a envie de savoir comment est-ce qu'on va l'opérer, cette transition. On parle tous de modèles économiques qui doivent essayer de s'adapter. Il y a un changement sociétal qui fait que vis-à-vis de cette affaire d'emballage, d'affaire de consigne, je parle bien de la consigne, la vraie, celle dont il est question aujourd'hui, eh bien ce ne sont pas les... Même dans nos têtes à nous, même dans la tête de beaucoup d'élus, on ne va pas simplement faire une continuité, des choses avancent, mais des ruptures doivent s'organiser. Ces ruptures, elles sont sur le fait que d'un seul coup, on va changer l'idée qu'il faut toujours faire plus, toujours produire plus. Mais notre système économique, il est quand même fait pour ça. Il faut bien que des investissements, ils aient des retours sur investissement. Comment fait-on des retours sur investissement? Comment dégage-t-on des marges sur des choses dont l'idée principale, c'est la sobriété, c'est de faire moins? Donc nous avons besoin, ensemble, de construire ce que peuvent être les cheminements qui conduisent à ce que les entreprises, on a vu qu'elles étaient présentes, ceux qui veulent s'y mettre en quelque sorte, s'y retrouvent au bout du compte. Si on n'arrive pas à faire ce lien-là, ben on aura une fracture entre, si j'ose dire, des militants d'un côté, des gens de bonne volonté, puis des gens qui disent « mais moi, au quotidien, comment j'assure ce modèle-là » C'est vrai pour l'ensemble, ou pratiquement tout l'ensemble des problématiques liées à la transition écologique. Aujourd'hui, on l'adapte, on le pratique autour de ce qui nous réunit. Nous souhaite une journée très productive, pour le coup, dans ce sens-là. Je vous remercie. Je vais vous cliquer votre micro. Bon, alors, j'ai profité lâchement du micro de mon voisin. Jean-Luc Soblet, directeur régional délégué de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je m'excuse, j'ai déjà pas une belle voix normalement, mais là, je sors. Alors, j'espère que vous ne serez pas tous malades demain et qu'on ne sera pas un gros cluster, mais normalement, ça devrait être bon. Je m'excuse d'avance de ma voix et de mes toux intempestives. Donc, oui, on a un partenariat que je qualifierais d'historique et de très prégnant avec la région, globalement, sur beaucoup de sujets, y compris sur l'économie circulaire. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de conférences qui sont par type de dossiers qui sont organisés dans cette même salle. J'ai mes habitudes ici, j'ai pas l'air. Et donc, on est aujourd'hui, par contre, à parler d'un sujet, et je suis content de voir la salle bien remplie, qui est quand même un peu moins sur le devant de la scène, qui est le réemploi des emballages. Et pourtant, le réemploi, alors je vais commencer par une phrase de la Palisse, digne de la Palisse en tout cas. Bah oui, le réemploi, ça a un impact global sur l'environnement moindre que l'utilisation d'emballages à usage unique. On dit ça, on n'a rien dit, mais mine de rien, quand c'est bien fait, quand c'est fait de manière optimisée, quand on a réfléchi sur le transport, sur le lavage, sur la proximité, si on le fait dès le deuxième cycle du réemploi, ben le réemploi, mine de rien, c'est une solution et une solution qu'il faut développer en plus du reste. Ça participe en plus également à la réduction des quantités de déchets ménagers. Je vous rappelle qu'on doit faire moins 15% en 2025 et que c'est une solution pour la fin de la mise sur le marché des emballages à usage unique qui est toujours dans la loi d'ici 2040. Donc on voit quand même qu'on est
face à une montagne à franchir et que on ne sera pas de trop pour commencer à la gravir. Alors c'est pour ça que la France s'est dotée d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés. Il faudrait qu'on soit à 5% des emballages réemployés mis en marché en France en 2023. On devrait être à 10% de ces mêmes emballages en 2027. Aujourd'hui, alors le chiffre juste des emballages réemployés, aujourd'hui, on estime à 2%. Donc en gros, on a 4 ans pour passer de 2 à 10%, qui est David Lacroix employait un terme tout à l'heure, courage. Eh ben, il va falloir qu'on s'y emploie avec courage, en tout cas. Donc la transformation des filières concernées, c'est donc indispensable. Et cette adaptation, elle passe forcément par le développement de dynamiques régionales. Et je tiens encore une fois à mettre en avant sur ce sujet-là la très bonne collaboration que nous avons avec Région, mais aussi avec le réseau Réemploi, qui s'exprimera après moi. Alors, on sait que le gros du sujet, c'est le verre. C'est l'emballage boisson, en tout cas, bière, jus de fruits, vin ou bocaux. On sait qu'il y a des initiatives. On les soutient avec la région. Mais bon, on sait qu'aussi le président, je ne sais même plus ce que vous êtes à force. Pas grand-chose. Bon, mon voisin de droite, je vais rester simple, l'a bien dit tout à l'heure, mine de rien, le modèle économique n'est pas facile à trouver. Et donc, on a besoin, et c'est tout à fait normal, de vous aider au départ, mais toujours dans une idée de mettre en place un modèle économique où vous puissiez vous passer des aides. En tout cas, à l'ADEME, c'est bien notre but. On est là pour accompagner les projets au début, mais il faut assez vite, dans un timing que l'on met au point avec vous, que vous puissiez trouver quand même une logique économique, parce que les filières ne marcheront à terme que s'il y a une valorisation économique. C'est un peu difficile des fois à admettre, mais on n'a hélas pas trouvé d'autres moyens pour l'instant. D'autres secteurs que le verre doivent bien sûr doivent aller sur ce créneau, l'épicerie sèche, l'hygiène, tout ce qui est beauté aussi, en lien avec le développement de la vente en vrac, qu'on soutient aussi en région, mais aussi avec des points, là j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'entreprises ou de gens qui travaillent, qui produisent, avec des démarches d'éco-conception. C'est aussi un des grands sujets de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté. On a aussi des fonds pour aider, pour réfléchir sur la réflexion d'éco-conception des emballages. Alors, des mécanismes financiers sont également mis en place. Il y a les fonds réemploi qui viennent des éco-organismes. Alors, je ne vais pas rentrer sur le développement des éco-organismes. On sait que ça se met en place suivant les filières, plus ou moins doucement, plus ou moins dans la douleur. Mais c'est en tout cas un outil avec des moyens et je pense que c'est aussi un outil sur lequel vous pouvez vous appuyer. L'ADEME aussi au niveau national a gagné, on va dire, je ne sais pas si c'est vraiment une victoire d'ailleurs, mais on a un service spécialisé qui fait un peu la Suisse des filières REP, on va dire, c'est-à-dire qui juge, qui évalue en tout cas les filières REP et qui a mis en place un observatoire du réemploi pour toutes les filières. Et elle sort aussi un certain nombre d'études et je vous conseille de suivre ces études parce que ça vous permettra de vous aider et de vous donner des idées sur des évaluations environnementales, par exemple de la consigne pour le réemploi, de la cartographie des centres de lavage. Enfin, on a aussi toute une mine d'or de ce centre de ressources, indépendamment des négociations qu'il peut y avoir avec les différentes associations qui gèrent ces filières REP. Donc, très content d'être là avec vous ce matin, très heureux de voir encore une fois cette salle remplie. Ça montre qu'il y avait un vrai besoin. Et effectivement, repartez avec beaucoup de cartes de visite, repartez avec beaucoup d'idées, repartez avec l'envie de faire des choses et du courage. Bon, alors il y en a qui en manquent puisqu'ils s'en vont, mais repartez avec ça. Et en tout cas, vous trouverez toujours l'ADEME, la région
et notre, j'ai perdu votre nom, mais vous allez le dire tout de suite, et le troisième larron, pour vous aider sur vos projets. Et n'hésitez pas à venir nous voir quand vous avez avancé. Merci beaucoup et bonne journée de travail et bon courage à vous. Merci David, bonjour à tous. Donc le troisième larron, c'est moi. Je suis pas un larron comme les autres. Je suis un larron qui va commencer par remercier le Conseil régional et l'ADEME. Donc je suis le président de l'association Consignéré Emploi en Bourgogne-Franche-Comté. Quand on prend l'acronyme, ça fait CRBFC. Mais bon, CRBFC, c'est déjà pris, donc peut-être qu'on trouve autre chose. Donc je remercie l'ADEME et le Conseil régional de soutenir l'association depuis presque 7 ans maintenant. On a changé de nom, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais donc on existe depuis un certain temps. Donc vous avez toujours été à nos côtés et on vous remercie. Initiative, on va dire, plutôt jurassienne, peut-être au début, Lons-le-Saunier, pour une histoire qui est liée à la gestion des déchets. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien qu'on ne parle pas trop des déchets, parce que l'enjeu, il est évidemment de réduire les déchets. Mais grosso modo, gérer des déchets, et je m'excuse auprès de tous ceux qui le font, c'est pas aussi compliqué que de changer tout un écosystème de production, de distribution et de consommation. On a fait le tour d'horizon de tous les profils qu'il y a aujourd'hui. Alors, la question était public-privé, mais en fait, même derrière tout ça, il y a des collectivités, mais on a des collectivités qui gèrent des déchets. On a des collectivités qui ont des obligations et des compétences en termes de restauration. On a des collectivités qui ont des compétences de développement économique. On a des entreprises, et derrière le mot entreprise, en fait, on a des entreprises qui sont des producteurs, on a des entreprises qui sont des utilisateurs d'emballage, on a des entreprises qui sont des distributeurs. Donc on est quand même derrière le simple mot entreprise sur un panel d'acteurs qui est extrêmement large. On a des universités, on a des organismes de formation, on a des structures qui préparent quelque part le monde de demain. Et on a la société civile, des acteurs associatifs qui sont généralement très moteurs, qui nous interpellent et qui nous incitent à sortir de nos routines. Et c'est tout cet écosystème d'acteurs qu'on a voulu réunir aujourd'hui. Et je pense que le pari est plutôt bien réussi, peut-être un poil moins sur la diversité géographique, mais l'ambition de l'association, c'est d'agir à l'échelle régionale. Et on le fera et on continuera à le faire à l'échelle de la grande région. Je terminerai pour ne pas être trop long parce que la journée va être bien dense. En jouant mon rôle de président d'association, et je serais très mauvais si je ne le faisais pas, je vous encourage à venir rejoindre l'association, à adhérer. Évidemment, nous, on aura peut-être pas des cartes de visite, mais au moins des contacts à vous donner à la fin. Donc, identifiez-nous. Effectivement, on a David qui a œuvré pendant presque 2 ans, c'est ça, qui nous quitte fin de cette semaine pour de nouvelles aventures. On a Melchior qui est ici au premier rang, pull vert, petite écharpe bleue, repérez-le. C'est lui qu'il faudra aller voir en disant « je veux travailler avec vous absolument », qui prend le relais, qui est arrivé cette semaine. Donc période très très dense, mais c'était important qu'il puisse être là aujourd'hui. Et donc si vous avez des questions sur des expériences qui ont été faites, que ce soit à la région ou ailleurs, en région ou ailleurs, si vous avez des idées, si vous avez besoin d'avoir de la veille, de l'information, des solutions, rencontrer ceux qui font, ceux qui ont envie de faire, ceux qui ont testé et qui ont eu des obstacles, eh bien, venez dans l'association. L'ambition, c'est qu'on soit ce lieu de rencontre, d'échange. Les défis environnementaux au sens large sont évidemment là, tout le monde en a conscience. Les voies réglementaires sont tracées. Passer de 2 à 10%, effectivement, ça va déjà être une grosse marche à monter. Mais on se rend bien compte que la prise de conscience environnementale au sens large, elle est plus que présente. On se rend bien compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire, qui ne savent peut-être pas comment faire. Eh bien, le but de l'association, c'est de réunir toutes ces personnes-là et d'avancer ensemble, d'essuyer les plâtres ensemble, de tester ensemble, d'éprouver ensemble, même si on sait qu'on n'y arrivera pas forcément facilement. On sait qu'on y arrivera. Et donc, merci à tous d'avance pour votre implication et très bonne journée de travail. Merci à vous trois.
Je vais dorénavant vous présenter succinctement Consigne et Réemploi en Bourgogne-Franche-Comté. L'association repose sur une gouvernance partagée grâce à un CA que je remercie à cette occasion-là dynamique et des groupes de travail thématiques sur les sujets qui nécessitent des temps de travail dédiés. Typiquement des groupes de travail que vous pourriez être amenés à rejoindre. En tout cas, vous y êtes les bienvenus. Comme c'est le cas aujourd'hui, nous nous adressons exclusivement aux acteurs professionnels, publics et privés, opérationnels ou facilitateurs de l'écosystème du réemploi des emballages. Donc notre mission, vous l'avez compris, mais on va rentrer un peu dans le détail, c'est l'animation, la mise en réseau, le soutien et la promotion de ces derniers, ces acteurs. Nous sommes, vous l'avez bien compris, notamment soutenus par la région Bourgogne-Franche-Comté et l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté. Nous pouvons aussi reposer sur les membres du CA, dont vous voyez justement les logos affichés. Voici en quelques chiffres des actions que nous avons menées en 2022. Si vous souhaitez plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport d'activité 2022. Il a déjà été diffusé sur LinkedIn pour ceux qui nous suivent sur ce canal-là et à l'adresse disponible via le QR code que vous trouverez sur la diapositive suivante. Justement, à cette adresse, vous retrouverez l'ensemble des accès à nos canaux digitaux, newsletters, LinkedIn, cartographie participative notamment. On va être amené à en reparler. Vous y trouverez donc aussi le rapport d'activité 2022 et puis le rapport d'activité 2023 en début d'année prochaine, bien évidemment. Et puis en 2024, c'est l'une des missions parmi tant d'autres de Melchior, un site internet pour venir justement un peu compiler toute cette ressource qu'on souhaite mettre à votre disposition. Comment pouvons-nous vous aider? Là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Sur le réseau, effectivement, voilà, il s'agit déjà d'identifier les acteurs, et ça, on va y revenir plus spécifiquement sur le sujet de la cartographie. Mais donc, vous identifier pour faciliter la mise en contact entre les acteurs. Je pense que c'est quelque chose, une valeur ajoutée qui n'est pas toujours perçue, mais qui me semble très importante. En tout cas, je pense que là, on est vraiment de l'huile dans les engrenages. Et c'est pas toujours perceptible et mesurable à l'instant T, mais les résultats dans le temps sont concrets. Ça se fait évidemment avec des journées comme ça annuelles, mais ça va se faire notamment à partir de 2024 en organisant des événements de rencontres, de co-construction, aussi bien présentiels que distanciels. C'est de la communication pour faire connaître le réemploi, mais aussi communiquer sur vous, faire votre promotion et valoriser donc effectivement toutes ces initiatives locales. C'est aussi être un pôle qu'on pourrait qualifier de ressources, en mettant à disposition des ressources, pas forcément que des ressources faites par nos soins. On va y revenir. Il existe de nombreuses ressources éditées par d'autres acteurs. L'ADEME en a parlé. C'est des acteurs qu'on va mentionner à nouveau dans cette journée, mais d'autres acteurs également seront mentionnés. Nous serons amenés aussi à proposer des décryptages, des analyses, des webinaires pour justement vous faciliter la saisie de ces ressources. Ça se traduira potentiellement aussi justement par des rendez-vous techniques de type webinaire en 2024. Et puis, effectivement, pour vous donner du courage, vous donner l'impulsion, nous ne sommes pas là pour mettre les mains dans le cambouis et faire. On n'est pas sur de l'animation, mais bien sur de la facilitation. Et ça, c'est notre rôle, par contre. Si vous avez une intention, un souhait, nous sommes là pour voilà, pousser ces dynamiques collaboratives entre les acteurs pour évidemment favoriser le développement de cette filière. Pour conclure la présentation de l'association, j'ai fait assez court, mais comme ça, on est presque dans le tempo. Je vous présente le nouveau visage, effectivement, au quotidien. Vous l'avez donc là. J'invite Melchior peut-être à nouveau à relever la main, mais je pense que tout le monde l'a bien identifié. Bon, effectivement, vous l'aurez compris, je quitte la structure à partir de vendredi soir. Je reste bénévole et donc je pense que je vais rester connecté. Je ne suis pas au CA pour l'instant. Peut-être que je serai amené à le rejoindre. En tout cas, c'est avec plaisir que je pense que j'espère avoir laissé des fondations saines et je vous laisse prendre cet envol-là. Je suis assez confiant. En tout cas, vous êtes entre de bonnes mains avec Melchior et donc à partir de lundi, il prend totalement les rênes à ces coordonnées-là. Voilà. Sur ça, je vous souhaite des échanges enrichissants et fructueux, mais j'en doute pas. Je vais dorénavant laisser la parole à Maude Craplet, responsable de projet réemploi chez l'ECO. Donc je précise juste avant que l'ECO est un des 2 éco-organismes agréés, donc avec Citeo pour soutenir le dispositif de REP, la responsabilité élargie des producteurs sur la filière des emballages ménagers. Voilà. Comme vous le souhaitez. C'est votre préférence. Donc soit vous prenez ma place, comme ça vous pouvez. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Oui, effectivement, en tout cas, merci pour cette invitation donc au Conseil régional, à l'ADEME et puis également à l'association Consigne et Réemploi en Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'éco, pour vous présenter, c'est effectivement un éco-organisme de la filière des emballages ménagers qui a pour vocation d'accompagner des entreprises pour réduire l'impact environnemental des emballages ménagers. Donc concrètement, les sommes qu'on collecte servent à financer la prévention des déchets d'emballage ménager, la collecte, le tri, le recyclage et le réemploi. Et donc effectivement, là-dedans, je travaille sur les projets de réemploi d'emballage ménager. Donc pour revenir un petit peu sur des aspects de définition du réemploi, j'ai repris un schéma assez classique sur la distinction entre recyclage et réemploi en prenant l'exemple d'une bouteille en verre. Très concrètement, si on part de la production qui est au centre du schéma d'une bouteille en verre et du produit qui y est associé, donc par exemple une boisson, en fait, dans le premier cas du recyclage qui est à gauche, on a production, distribution, consommation. Ensuite, un dépôt de l'emballage de la bouteille en verre en point d'apport volontaire ou en bac vert, avant une préparation en centre, collecte, préparation, et passage en usine verrière où le verre est évidemment chauffé à très haute température pour être refondu et reproduit sous la forme d'une bouteille en verre. Donc ce cycle-là de recyclage s'oppose en quelque sorte, mais se complète aussi avec la boucle de réemploi qu'on voit à droite, où, voilà, pour le remettre en contexte, une fois distribution-consommation, le consommateur redépose sa bouteille en point de collecte. Il y a ensuite collecte et transport par un opérateur de réemploi avant lavage et remise dans la boucle. Donc c'est pour le simplifier grossièrement, bien sûr. Ça, c'est un schéma général. Il y a plein de dispositions qui existent, mais c'est pour recontextualiser un peu la chose. Et pourquoi est-ce qu'on se parle de réemploi et son importance aujourd'hui d'un point de vue actualité? C'est qu'il y a des véritables bénéfices environnementaux, on en parlait un peu tout à l'heure. Globalement, selon les scénarios, dès 2 à 4 utilisations, le réemploi des emballages en verre présente un moindre impact environnemental par rapport aux emballages en verre à usage unique. Ça, c'est issu d'une étude ADEME de 2023 et qui porte sur différents indicateurs, KPI, changement climatique, émissions de particules et autres. Donc, on est vraiment sur quelque chose de globalement beaucoup plus pertinent d'un point de vue environnemental qu'un schéma de recyclage classique. Alors, d'un point de vue réglementaire, c'est le décret du 8 avril 2022 qui définit ce que c'est que le réemploi. Emballage réemployé ou réutilisé, c'est un emballage qui fait l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisée par ou pour le compte du producteur. Donc on exclut là le réemploi ou l'upcycling qui pourrait être fait par le consommateur chez lui. Sachant que un emballage qui fait l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac ou à domicile pour ce qui concerne la recharge, c'est considéré comme réemployé. Donc ce périmètre, il concerne les emballages ménagers bien sûr, mais aussi les emballages de la restauration et les emballages industriels et commerciaux. Et donc dans ce même décret d'avril 2022, on a différentes obligations qui sont associées auxquelles les producteurs, les metteurs en marché de produits emballés doivent répondre. Et globalement, ça concerne tout producteur qui met sur le marché français plus de 10 000 unités de produits emballés par an. Et pour tout cela, on doit incorporer une part minimale et croissante d'emballages réemployés ou réutilisés. Et ces emballages doivent être
aussi recyclables, histoire que à la fin de la boucle, une fois que l'emballage a fait 10, 20 utilisations, pourquoi pas, on se retrouve bien avec un emballage effectivement recyclable. Donc cette part minimale et croissante d'emballage réemployé à incorporer, à mettre sur le marché, elle dépend du chiffre d'affaires du producteur. Et il y a quelques exceptions qui existent jusqu'en 2025 pour certains produits dont la réglementation interdit le réemploi pour des questions d'hygiène et de sécurité. Mais voilà, on va les exclure de notre scope. En tout cas, pour vous présenter le tableau qui est juste en dessous, en fait, qui présente un peu ces obligations par tranche de chiffre d'affaires. En 2023, c'est les producteurs donc, qui mettent sur le marché plus de 10 000 unités de produits emballés par an et qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros qui sont concernés. Et pour eux, dès 2023, il y a cette obligation d'avoir 5% des emballages mis sur le marché qui sont réemployés. Donc ça, c'est la colonne tout à droite. Et on voit que ces augmentations, ces obligations d'incorporation augmentent progressivement jusqu'en 2027, avec une obligation d'incorporer, d'avoir 10% d'emballages réemployés mis sur le marché. Voilà. La tranche de producteurs entre 20 et 50 millions de chiffres d'affaires est concernée juste après, à partir de 2025, avec 5% d'abord d'emballages réemployés jusqu'à 10% en 2027. Et puis, bien sûr, en dernier, tous les producteurs avec un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros, pour lesquels l'obligation s'applique à compter du 1er janvier, à compter de 2026, avec 5% d'emballages réemployés, puis 10% en 2027. Qu'est-ce qu'un producteur? Le terme producteur, qu'est-ce que ça inclut? Parce que on a eu beaucoup d'échanges. Moi, je suis Dominique Marie à la région chef de projet économie circulaire. On a eu beaucoup d'échanges avec vous et avec des structures que l'on aide. Et je ne comprends pas ce qu'est le terme producteur. C'est quoi un producteur? C'est le Veralia? C'est un restaurateur? C'est quoi un producteur? Un producteur, c'est en principe une entreprise qui met sur le marché, qui vend des produits qui sont emballés. Donc, techniquement, c'est principalement des entreprises qui vont mettre sur le marché, qui vont vendre des produits à destination, là, si on parle des emballages ménagers, de produits de grande consommation. Donc, on ne se parle pas d'entreprises qui emballent. Donc, littéralement, on n'inclut pas les fabricants d'emballages là-dedans. En revanche, on inclut les entreprises qui font emballer leurs produits. Donc, par exemple, si je suis si je suis producteur de bière, une entreprise qui produit des bières, qui les fait emballer et qui les met sur le marché français, qui les met à la vente pour tout consommateur français, je suis un producteur. Mais ça concerne, entreprise de vêtements aussi. À partir du moment où mon produit est emballé, je suis un producteur. J'espère que c'est plus clair. Cantine scolaire qui produit cuisine centrale, qui emballe et qui envoie des EHPAD. Est-ce que c'est un producteur? C'est un producteur, mais ici, pas d'emballage ménager. Ce serait une collectivité qui produit et emballe, par exemple, des repas préparés dans le cadre d'un portage à domicile. On est effectivement producteur de produits emballés qui répondent à ces questions d'emballage ménager. Mais du coup, on peut être producteur plutôt sur le périmètre de la restauration ou aussi des emballages industriels et commerciaux. Enfin, voilà. Mais là, les éco-organismes, en l'occurrence Citeo, l'Eco, sont sur ce périmètre des emballages ménagers. Et alors, effectivement, pour joindre un peu cet aspect-là, donc les éco-organismes sont aussi en charge de pouvoir soutenir des porteurs de projets de réemploi. Donc pour ce qui concerne l'éco, nous on a mis en place un bonus sur les éco-contributions de 50% pour les emballages réemployables neufs, qui est une initiative qu'on a mise en place pour 2023. Où globalement, les éco-contributions des emballages réemployables neufs sont réduites à 5%
50%, par rapport à un emballage à usage unique. On a aussi une exonération de contribution pour les emballages réemployés, ce qui est quelque chose de commun à la filière. C'est-à-dire qu'en fait, on ne contribue que pour la première mise en marché du produit emballé. Si l'emballage est réemployé derrière, il n'y a pas d'éco-contribution à payer du tout. Ce qu'on fait également, c'est un soutien technique et financier au projet de réemploi. En l'occurrence, c'est la loi AGEC qui définit un fonds réemploi de 5% des éco-contributions des éco-organismes. Pour l'éco, on se situe du coup environ à 1,25 million d'euros pour 2023. Et là-dedans, il y a de multiples projets qui sont éligibles pour le développement du réemploi qui bénéficie au réemploi du coup chez le producteur d'emballage ménager. Donc, ça peut être des études de R&D, de faisabilité, de l'achat de matériel et autres projets. Et enfin, ce qu'on fait, c'est aussi une mise en réseau et des approfondissements thématiques. On est assez convaincus que ce dont on a besoin là aujourd'hui, c'est d'une approche collaborative avec des producteurs engagés et des experts du réemploi, qui peuvent être des acteurs associatifs comme Repairing for Change, le réseau VRAC et Réemploi, France Consigne et autres. Et ce qu'on fait en parallèle de ça, c'est des études, des groupes de travail pour créer des synergies et approfondir certains sujets en fonction des besoins de nos adhérents. Des questions ? Oui, merci pour votre présentation. L'éco, au niveau des soutiens financiers, dans la diapo que vous avez présentée précédemment, donc moi je me présente, je suis Nadège Rupli de Bocaux & Co. Est-ce que vous accompagnez les opérateurs qui vont accompagner du coup les producteurs à l'échelle d'un territoire, ou est-ce que votre axe de travail ou d'accompagnement, il est plus en direction des producteurs, voire des groupements tels que des réseaux, pour que ça soit plus précis, en tous les cas, dans les axes et dans les accompagnements que vous pouvez faire aujourd'hui? On accompagne les deux. Donc, effectivement, on aurait pu faire le choix d'accompagner uniquement les producteurs, nos adhérents, les metteurs en marché. Mais on a fait le choix aussi d'élargir les structures éligibles à nos financements aux porteurs de projets qui ne sont pas nécessairement metteurs en marché, donc notamment les opérateurs de réemploi. On a notamment une convention de partenariat avec France Consigne qui nous permet en fait de financer une partie du passage au réemploi des producteurs. Mais voilà, en tout cas, on a aussi typiquement des études qui sont menées par des opérateurs de réemploi qu'on finance au travers de nos appels à projets. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Émilie Janin de France Active Bourgogne. Donc, j'avais juste envie d'avoir un petit peu plus de précision sur, vous venez d'en parler là à travers les appels à projets, mais sur les financements en fait que vous pouvez proposer du coup très concrètement. Si c'est uniquement par appel à projet, si c'est des prêts, des garanties, j'en sais rien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer en fait aux acteurs en tant que tels du réemploi concrètement? C'est vraiment des financements. C'est pas des prêts ou autres. On n'a pas la même structuration que d'autres acteurs comme BPI ou autres. Donc, on est vraiment sur du financement direct de projet. Pardon, type subvention quoi? De type subvention, étant donné qu'on est un acteur privé, je pense qu'on ne peut pas vraiment utiliser ce terme-là, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne globalement de la même façon. Une deuxième question, c'est est-ce qu'on parle beaucoup de verre? Est-ce que, hier on était avec Claude à la recyclerie de la SFF et on parlait justement des emballages et des contenants, eux ils font des choses très lourdes, etc., des vitres qui pèsent 1 kg, et pour etc. Et donc il parlait d'emballage aujourd'hui plastique. Et il commençait à aux contenants, comment ils acheminent les matériels et les contenants réemployables aussi. On parle beaucoup de verre. Est-ce que l'éco et Cicléo vont accompagner des démarches autres que verre demain, des démarches d'emballage bois, des démarches de contenants autres que le verre ou pas? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de restriction en tant que telle sur la nature des matériaux qui composent l'emballage.
Donc aujourd'hui, on est... alors, je ne sais pas si vous vouliez aussi parler de palettes derrière. Aujourd'hui, vu qu'on est sur un périmètre vraiment des emballages ménagers, donc qui finissent dans les poubelles des ménages, aujourd'hui, c'est pas dans le cadre de notre agrément qu'on peut accompagner voilà, le réemploi de palettes. Des palettes de grande surface, de l'industrie agroalimentaire, etc., qui vont après finir en déchets ménagers. Si ça finit en emballage ménager, effectivement, c'est des choses sur lesquelles on peut être amené à financer. Et pour donner un autre exemple, on a un certain nombre d'adhérents du e-commerce. Et en fait, on a décidé aussi de financer certains projets de colis réemployables. Donc où effectivement, là, on est complètement en dehors du verre, on n'est plus sur de la matière plastique. Et du coup, c'est des emballages de colisage qui peuvent être utilisés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, avec un réacheminement par la poste. Donc voilà, pour donner une illustration qui sort un peu du cadre des boissons et de la consigne telle qu'on peut se l'imaginer initialement. Merci Maude. Je vous propose de continuer. S'il y a d'autres questions pour Maude, il y a un temps de questions-réponses, justement. Je pense que je vais être dans le tempo en ce qui concerne ma dernière présentation, donc voilà. Je vous invite, si vous le voulez bien, à la garder pour le temps de questions et réponses. Vous pourrez évidemment vous adresser à Maude, justement, dans ce temps-là. Je m'assure de respecter le tempo concernant ma présentation pour vous laisser ce temps-là. Merci à vous. Merci Maude, à nouveau. Donc, je vais désormais vous donner quelques éléments de contexte supplémentaires et vous faire part de ressources pour identifier les opportunités en France et en Bourgogne-Franche-Comté. Tout d'abord, on souhaitait faire un bref rappel de la hiérarchie de gestion des déchets. C'est peut-être évident pour beaucoup d'entre vous, peut-être pas pour tous. Mais en tout cas, voilà, il nous semblait important de rappeler qu'on doit être efficace, évidemment, autant que possible, sur chacune de ces étapes. C'est bien évidemment la posture que nous portons, mais qu'il importe avant tout de respecter une certaine hiérarchie lorsqu'on se fixe des objectifs de réduction de déchets, et que donc du coup le réemploi est évidemment à mettre en œuvre avant le recyclage et aussi après la prévention. Voilà, et c'est quand même assez important de le rappeler parce que des fois on peut prendre les choses un petit peu dans le mauvais sens. Sur chaque étape, évidemment, il faut faire au mieux, mais voilà, il faut quand même garder cette vision systémique et hiérarchique. Pour illustrer l'importance de cette hiérarchie, justement, voici quelques chiffres clés. 61% des déchets plastiques collectés sont des emballages à usage unique et 9% du plastique produit depuis les années 50 a été recyclé. Ça permet de comprendre quand même cette nécessité de fixer une certaine hiérarchie. Et quand on sait que la production mondiale du plastique aura doublé d'ici 20 ans, on comprend d'autant plus l'articulation nécessaire et la hiérarchie entre recyclage et réemploi. Justement, c'est pour ça qu'on se permet aussi de faire un petit complément sur le volet réglementaire pour notamment illustrer la traduction de cette articulation entre recyclage et réemploi. Le décret 3R que vous voyez en jaune à droite, justement qui s'appliquera en 2025, précise justement que la réduction du plastique à usage unique devra passer en partie par le réemploi. C'est quelque chose qui est intégré d'un point de vue hiérarchie dans les textes de loi. Je me permets donc également aussi de mentionner donc l'application de l'article L541-15-10 du Code de l'environnement, qui est issu de la loi AGEC, qu'on retrouve à gauche. Donc, depuis le 1er janvier 2023, sachez que vous l'avez peut-être constaté, en ce qui concerne la restauration, dès lors qu'on est sur de la consommation sur place et qu'on a plus de 20 personnes, il y a obligation de servir des repas et des boissons avec de la vaisselle et des couverts réemployables. Et ça, on le sait aussi depuis, c'est important, on en parlera sur une table ronde avec Laurine Toussaint du Festival Vive. L'application, c'est désormais acté, s'appliquera également à tous les festivals. Donc je pense que pour notamment des syndicats de gestion de déchets, des collectivités qui soutiennent assez souvent avec des gobelets réemployables, sachez qu'il va peut-être falloir étendre ça, pas qu'aux gobelets, mais à la vaisselle de manière large. Et ça, c'était pas clair, ça l'est dorénavant depuis mai 2023. Maude vous a parlé donc du décret réemploi et puis l'ADEME en a également parlé, donc voilà, de ce décret réemploi et des objectifs et jalons jusqu'en 2027. Donc effectivement, en tout cas, voilà, tout le monde sera logé à la même enseigne au 1er janvier 2027, objectif de 10% d'emballage réemployable. Donc on l'a dit, effectivement, l'objectif reste quand même assez ambitieux, les délais assez courts, donc il va falloir s'armer de curiosité et de courage pour effectivement répéter mes propos.
Et puis donc je conclus avec évidemment, hein, il y a bien d'autres contraintes réglementaires qui se précisent et l'idée c'est pas de vous assommer de ça, justement plutôt revenez vers nous et vers Melchior si vous souhaitez des précisions sur ces éléments-là. Mais l'autre qui nous semblait pertinent de mentionner, c'est l'article 28 de la loi Egalim, donc qui est plutôt une loi qui fait que vous retrouvez de plus en plus de bio et de produits locaux, notamment si vous avez des enfants dans les restaurations justement scolaires de vos enfants. C'est donc à partir du 1er janvier 2025. Donc, pour moi, considérer que c'est quand même demain, au regard des changements organisationnels, justement là pour un peu citer Julien sur le fait qu'il y a une certaine complexité organisationnelle à engager, qui va interdire les contenants alimentaires de cuisson en plastique, que ce soit pour la réchauffe et le service. Donc, dans les services de restauration collective d'établissements scolaires et universitaires, on s'adresse sur un public effectivement d'enfants. Et donc ça, c'est voilà. Je pense demain, c'est là où j'insiste sur le fait que ça peut être le rôle de l'association. Si des acteurs territoriaux souhaitent s'engager sur ces dynamiques-là, que nous soyons là pour faciliter. Et à titre personnel, je pense qu'il est temps de s'engager sur cette dynamique-là parce que je constate par rapport à d'autres territoires, et on le verra notamment avec Nathalie Beugnot du projet Réemploi sur une table ronde massification et tri, que des dynamiques s'engagent ailleurs et qu'il n'est pas trop tard pour s'engager sur cette dynamique-là, y compris en Bourgogne-Franche-Comté. Comme vous pourrez le retrouver donc, dans pas mal de ressources qui, pour certaines, ont déjà été mentionnées par les différents intervenants et intervenantes et qui seront compilées à l'issue de cette partie, en tout cas pour celles qui nous semblaient les plus importantes de vous cibler. Il y a notamment une étude récente de l'ADEME et d'autres études qui, effectivement, ça semble assez évident, mais il a fallu que je pense le dire et le redire pour dire qu'il n'y a plus de doute. L'emballage réemployable a un gain environnemental sur de nombreux indicateurs par rapport aux emballages à usage unique. On pouvait entendre une certaine crainte au regard de qui payait les études, qui les faisait. L'ADEME, notamment, je pense, a permis d'appuyer ce propos-là, tout du moins sur une grande typologie d'emballage vert, etc. Ce ne sont pas les seuls avantages du réemploi. Les avantages sont aussi économiques et sociaux. Alors, ils sont un peu moins mesurables, moins mesurés, mais je pense qu'ils sont quand même notables. Il y a une diminution potentielle, ça dépend des modèles économiques, des collectivités, des syndicats de gestion de déchets, mais une diminution quand même potentielle des frais de gestion de déchets. Ça, c'est plutôt du côté de l'Allemagne, et donc c'est grâce notamment au réseau Consigne, donc anciennement réseau Consigne, donc dorénavant réseau VRAC et Réemploi, qui avait mis en lumière des chiffres qui montrent qu'en Allemagne, où historiquement on a maintenu un grand niveau de réemploi, un emballage réemployable, c'est 5 fois plus de travail qu'un emballage à usage unique. Et donc on voit bien là justement aussi dans quelle mesure l'emballage réemployable est vraiment un moyen d'ancrer une activité, un changement des comportements. Et donc du coup, voilà, on favorise la consommation locale, on réduit le prix des boissons. Ça a été constaté aussi en Alsace, qui historiquement a conservé ça. Et ben, on paye que le contenu et pas le contenant. Donc ces gains-là sont difficiles à mesurer, mais ils sont réels. Si justement on se dote peut-être d'outils, peut-être que grâce à l'Observatoire du réemploi avec l'ADEME, peut-être qu'on réussira justement en tout cas, et peut-être que nous, sur l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, on pourra essayer de se doter de chiffres et de mesurer et quantifier ces gains-là. Du côté des consommateurs, année après année, les études le confirment. Je ne vais pas vous lire tous ces chiffres-là. Encore une fois aussi, on vous mentionnera les différentes études qui nous semblent pertinents d'aller consulter. Ce qu'on peut dire, c'est que les consommateurs sont prêts et ils sont demandeurs. Bien qu'il y ait un delta, on en est conscient entre les intentions et les pratiques. Et ça aussi, notamment l'ADEME a pu faire des études pour essayer de comprendre pourquoi on a ce delta entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on dit faire et ce qu'on fait vraiment. Mais toujours est-il que cela explique notre positionnement aujourd'hui qui vise quand même principalement à soutenir le développement de l'offre et donc les acteurs professionnels, publics et privés, avant de s'adresser au grand public. On juge que par rapport à d'autres secteurs, voilà, il est déjà nécessaire de soutenir cette dynamique-là, fort aussi du constat que ces changements-là sont compliqués, sont à soutenir financièrement, mais pas que sur les plans organisationnels. Et donc on le voit bien, donc des études récentes comme celle de l'ECO, les chiffres que vous trouvez à gauche sont issus d'une étude récente de l'ECO, ou encore la dynamique reuse de Citeo, sur laquelle on vous fera des liens justement sur cette dynamique qui est engagée, voilà, contribue en tout cas à comprendre aussi justement et à réduire l'écart entre théorie et pratique, parce qu'au-delà de ce souhait qui nous pousse à soutenir les acteurs professionnels, il va falloir aussi comprendre pourquoi il y a cet écart-là et comment on peut réduire cet écart entre des intentions et des actes. En ce qui concerne plus spécifiquement la région Bourgogne-Franche-Comté, justement, les études manquent, à l'exception de quelques études, comme l'étude Circuvert BFC de Vitagora. On vous fera mention justement de cette étude-là sur la diapositive suivante.
C'est pour ça qu'on a commencé aujourd'hui à pallier à ce manque d'informations en réalisant un premier diagnostic territorial qui se traduit aujourd'hui notamment par la mise à disposition d'une cartographie participative. Participative parce que justement, vous pouvez, et en fait on en est conscient, cette carte, elle n'est probablement pas exhaustive. On vous invite donc à la compléter. Vous avez le petit lien QR code ou le lien qui peut justement vous permettre de faire des suggestions. Vous pouvez le faire pour vous ou pour d'autres. On le prendra pas mal. Au contraire, voilà, on a besoin de votre aide en fait pour mailler ce territoire-là. Donc vous retrouverez aussi le lien, ça on vous le précisera sur la diapositive suivante. Ça c'est une cartographie qui est très spécifique Bourgogne-Franche-Comté. Alors je le dis aussi, au-delà des acteurs, vous pouvez aussi nous aider à construire peut-être un peu la typologie, la sémantique, la classification. C'est des modifications qu'on a déjà pu opérer. Des acheteurs et acheteuses de la région qui, a priori, sont présents aujourd'hui, m'ont signalé justement certains besoins qu'ils pouvaient avoir pour qualifier des producteurs. C'est bien évidemment des modifications qu'on peut faire pour que cette carte-là, elle ne soit pas juste là pour l'affichage, mais pour répondre en fait à vos besoins de recherche et de mise en relation, qu'on soutient bien évidemment aussi en complément. Sur la diapositive suivante, vous trouverez aussi le lien vers la cartographie de l'Observatoire du réemploi, justement, piloté par l'ADEME, qui recense là les différents sites des opérateurs de lavage. Donc là, on est vraiment spécifiquement sur les opérations de lavage, mais c'est une carte qui me semble aussi assez utile si vous souhaitez voir aussi ce qui se fait sur le reste du territoire national. Et puis, ce qui va, je l'espère, éclore sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, mais il faut se croire que on le sera au moins en même temps que l'ADEME si des acteurs arrivent sur cette carte-là. Petite analyse, petite synthèse de la région Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, plus de 80 acteurs identifiés sur cette carte. Sur cette carte, ce ne sont que les acteurs opérationnels, potentiellement pas les acteurs qui ont l'intention, qui sont potentiellement des futurs acteurs qu'on espère retrouver sur cette carte-là. 3 acteurs, et ça c'est important de les mettre en lumière spécifiques, 3 acteurs créateurs, contributeurs de boucles du réemploi. Donc on a J'aime mes bouteilles, comme son nom l'indique, notamment pour les bouteilles, sur le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui, on y reviendra dans le cadre de table ronde, est en train de développer une activité sur les autres contenants. Je précise aussi que les autres contenants, on viendra préciser dans la journée ce que c'est, mais comprenez que les autres contenants, c'est tout sauf les bouteilles. On comprendra pourquoi il y a ce distinguo-là, notamment dans le cadre de la table ronde de lavage. Il y a également Bocaux & Co. Vous découvrirez notamment leurs emballages pendant le repas, qui est sur les autres contenants et principalement les bocaux encore, comme son nom l'indique, sur le territoire de la métropole de Dijon, si je ne dis pas de bêtises, sur le périmètre géographique. Et puis on a également Emboîte le plat. Donc J'aime mes bouteilles et Bocaux & Co s'adresse quand même à des producteurs, des transformateurs, des acteurs professionnels avec quelques actions supplémentaires dont ils pourront potentiellement vous faire part dans le cadre de leur présentation sur les tables rondes. Emboîte le plat, on est sur une approche différente. Là, on aborde le sujet des plats à emporter sur la restauration à emporter. C'est une boucle de réemploi, restauration à emporter sur le périmètre de Besançon. Younes sera également présent sur la dernière table ronde, harmonisation et standardisation, et il sera amené à parler justement de ce projet-là. Il faut le mentionner, malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir la présence donc, de la société Serge Chauveau aujourd'hui, mais on a un laveur de bouteilles, donc au-delà de vous l'avez compris, dans la boucle du réemploi, à un moment donné, il faut laver. Et un laveur, en tout cas de bouteilles, aujourd'hui, on n'en a qu'un sur le territoire. C'est la société donc, Serge Chauveau qui est à la Doigt Sérigny. On a déjà organisé une visite lors du AG, mais c'est potentiellement justement aussi s'il y a, je pense, un intérêt nouveau sur ce volet-là, de visite qu'on pourra imaginer réorganiser sur l'année 2024. Du côté des producteurs, donc vous l'aurez compris, en fait, la majorité des acteurs aujourd'hui sont des producteurs et des distributeurs. Du côté des producteurs, on a quand même en majorité des acteurs du secteur agroalimentaire et vous constaterez effectivement les acteurs qu'on a réussi à mobiliser aujourd'hui sont plutôt sur ce volet-là. L'association est encline à encourager tout ce qui relève justement des colis réemployables, des volets cosmétiques et ménagers. Ces quelques acteurs sont identifiés sur cette carte-là, mais force est de constater que, fort certainement des jalons réglementaires qui s'appliquent, on est plus sur les produits de grande consommation et donc évidemment l'alimentaire. Donc c'est ce qu'on est amené naturellement, mécaniquement à soutenir un peu plus. Et donc 35 producteurs en majorité du secteur agroalimentaire et on retrouve au sein de cette typologie-là une majorité de producteurs de boissons.
parce qu'on le verra aussi, on est un peu plus au fait de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on a déjà fait, notamment sur la bouteille et la bouteille réemployable et consignée. On note que ce sont quand même principalement des brasseurs, mais on est très heureux de voir qu'il y a un vrai frémissement de viticulteurs et d'autres boissons. On verra justement sur le sujet des viticulteurs. On aura notamment la gamme Cerceau qui sera présentée par Charles Lambolet sur la table ronde distribution, si je ne me trompe pas. Non, production, désolé. Voilà, mais on voit que justement, et notamment au regard des personnes présentes aujourd'hui, que je pense que ça a suscité une certaine curiosité. Là-dessus, je pense qu'on a réussi, et donc on espère donner justement, grâce à Charles notamment, du courage aux autres producteurs et productrices. Et puis sur le volet, alors sur les producteurs, ça mérite de préciser qu'en ce qui concerne justement les autres contenants que la bouteille, on en a quand même, et on retrouve une majorité de restaurateurs et traiteurs, type emboîte le plat justement, et puis après des transformateurs divers et variés, et puis on a quand même, ça ressort, je ne sais pas si c'est propre au territoire, peut-être quelques acteurs de produits laitiers. C'est notable sur le territoire. Du côté des distributeurs, 41 distributeurs avec une prédominance vraiment d'épiceries spécialisées. J'entends par spécialisées bio, local, vrac, zéro déchet. On y retrouve de nombreuses biocoop et des indépendants. Sur les biocoop, vous comprendrez justement dans le cadre de la table ronde distribution, là je ne me trompe pas, avec Clément Gernaud, pourquoi, notamment du fait d'une dynamique impulsée au niveau national par Biocoop. Et puis voilà, après des acteurs indépendants qui eux aussi, voilà, dans une posture peut-être justement militante, souhaitent porter ces sujets du réemploi des emballages fort du sujet de l'ancrage local et des gains environnementaux. Voilà pour conclure cette partie, être dans les temps et laisser justement un temps suffisant aux questions-réponses. Je vous présente rapidement quelques ressources qu'on vous invite à consulter. Donc vous recevrez le support de cette journée. Il faudra peut-être qu'on fasse un ajustement. On n'a pas eu le temps de voir avec les intervenants et intervenantes s'il y avait des supports qui n'étaient peut-être pas à diffuser, mais en tout cas, on vous transmettra ce support-là à l'issue de la journée, en plus des replays, des comptes rendus. Enfin, ça, Melchior, je pense, a voilà, un peu de travail devant lui avec pas mal justement d'éléments à vous transmettre à l'issue de cette journée-là. Mais en tout cas, je mentionne notamment cette fameuse étude environnementale, donc vous pourrez cliquer sur les liens quand vous recevrez cette présentation. Une étude environnementale de consigne pour le réemploi d'emballage en verre en France. Premier volet qui est sorti, un deuxième volet qui sortira, je pense, prochainement. Qui, voilà, là, je dirais, a pleinement acté le fait que, quel que soit le producteur, quel que soit l'acteur, enfin voilà, dans une approche moins peut-être cas pratique d'acteurs spécifiques, qu'on a un gain pour le réemploi emballage verre. L'étude LECO, donc, qui est intéressante parce que voilà, elle est récente, fort d'un constat qui, en plus de la consommation, a pu peut-être quand même évoluer ces dernières années et qui, en tout cas, confirme encore la désirabilité du réemploi chez les consommateurs. Une étude où on n'a malheureusement pas eu le temps de potasser assez, mais je pense que ça méritera peut-être de faire un webinaire sur justement ces potentiels de développement du réemploi des emballages par secteur. L'ADEME a travaillé dessus, le réseau VRAC et Réemploi au niveau national a travaillé dessus. Il y a certainement matière à vous présenter justement aussi pour peut-être vous aider à prioriser les secteurs dans lesquels il faudrait s'orienter. Deux guides qui me semblent très très importants. Alors c'est donc mentionné réseau consigne, mais donc certains l'auront peut-être compris, réseau consigne a fusionné avec le réseau VRAC, qui s'appelle dorénavant le réseau VRAC et Réemploi. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ces guides sont disponibles sur le site de réseau consigne. Je pense que ça, Clémentine pourra peut-être nous exprimer un peu comment ça va se réopérer, cette fusion, d'un point de vue ressources. Mais en tout cas, il y a deux guides très intéressants que sont les guides à l'attention des collectivités. Ça vous permet de voir ce qui a été fait notamment par des syndicats de gestion de déchets sur d'autres territoires. Ça a été une source d'inspiration pour engager la discussion avec le syndicat déchets Centre-Yonne, le Cyber, le Préval Haut-Doubs. Mais aussi un guide à l'attention des producteurs de boissons. Je ne l'ai pas précisé là, spécifique, mais voilà, qui vient quand même synthétiser sur une vingtaine-trentaine de pages beaucoup d'informations très concrètes, très pratiques, issues de nombreux retours d'expérience. Donc, ce sont quand même des mines d'informations. Voilà, l'étude Circuvert, BFC, on va être amené à en parler un peu sur la table ronde. Et puis, le Reuse Day, il y aurait trop de choses à dire pour vous le présenter, mais voilà, une démarche dynamique forte pour lancer la dynamique vraiment de passage à l'échelle du réemploi des contenants en France, en mettant tout le monde dans la boucle. Un Reuse Day numéro 3 qui arrivera en janvier 2024. Ça, je vous invite certainement voilà, à aller consulter la dynamique qui est engagée pour peut-être la prendre en cours. Voilà, je vous remercie. Et puis, je vais vous laisser reprendre la parole pour poser des questions qu'on s'entende, hein, donc pas forcément à moi, mais à l'ensemble des intervenants et intervenantes qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Merci. J'avais une question pour la dame de l'Éco.
Vous avez parlé de metteurs sur le marché français. Est-ce que ça concerne exclusivement les producteurs français? Est-ce qu'il en est des producteurs étrangers qui mettent des emballages sur le territoire national? Et si à la longue, c'est pas aussi, si la réponse c'est non, est-ce que ça crée pas des contraintes pour nos producteurs directement? Et deuxième question, c'est pour monsieur. Vous avez parlé de lavage. Qu'est-ce qu'il en est concernant la qualité de l'eau que vous utilisez? C'est de l'eau potable? Et si oui, est-ce qu'à la longue, on ne va pas avoir un problème de stress, on va dire, hydrique sur l'utilisation de l'eau? Voilà. Je réponds sur la première question. Alors, les producteurs qui mettent sur le marché français des produits sont concernés, mais du coup, ça peut être des producteurs basés en France ou basés à l'étranger. À partir du moment où il y a des produits qui sont vendus sur le territoire national, le producteur, qu'il soit français ou pas, doit contribuer à la filière doit contribuer à un éco-organisme, donc l'éco ou Citeo. Et donc les financements derrière qu'il peut y avoir, c'est effectivement soit des sociétés françaises, soit des sociétés étrangères, du moment qu'elles mettent des produits emballés sur le marché français. Je prends le relais pour la deuxième question. Merci Maud. Alors déjà, on va avoir une table ronde spécifique sur le lavage parce que c'est une étape cruciale dans la boucle du réemploi. Donc je pense que le volet justement de la traçabilité, de la qualité sanitaire fait l'objet de questions qu'on souhaite évidemment poser. Je réponds du coup très succinctement pour laisser des spécialistes s'en charger justement cette matinée. Ce sera, justement, vous aurez une réponse, vous n'aurez pas trop à attendre pour avoir cette réponse-là. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose qui est grandement maîtrisé. En fait, on a déjà pratiqué le réemploi et la consigne il y a de nombreuses années. On savait faire, on sait toujours faire. Et sur le sujet, la qualité est évidemment améliorée pour consommer moins de ressources d'eau potable notamment, le moins de produits chimiques pour limiter les rejets dangereux. Ça, justement, maintenant, on est aussi dans une phase où sur les bouteilles, on est sur le point d'être sur quelque chose d'optimisé. En tout cas, on fera difficilement mieux, mais il y a des boucles fermées de réutilisation de l'eau potable, entre guillemets, pure, utilisée uniquement pour le rinçage. Enfin, voilà, tout ça est optimisé. Ça, ce sujet des consommations d'eau, d'énergie également, va être évoqué vraiment plus fortement cet après-midi, mais vous pourrez voir que justement, c'est tout l'objet en fait aussi des analyses de cycle de vie. Ça a montré que malgré l'impact qu'il peut y avoir sur le lavage, on a quand même un gain sur les consommations d'énergie, sur les émissions équivalentes de carbone que ça peut représenter, et on a aussi un gain sur les consommations d'eau. On y reviendra aussi justement pour comprendre pourquoi, alors qu'on lave avec de l'eau, en fait, on a des gains sur cet aspect-là, parce que c'est des sujets qui, à juste titre, questionnent. Sur le sujet des ressources, là, après, effectivement, en tout cas, dans la hiérarchie, évidemment, soyons sobres et donc essayons d'utiliser le moins de ressources possible, le moins d'eau possible. Et ça, évidemment, il y a une sobriété à mener, y compris sur le sujet du lavage. Mais ça, je dirais, il faudra consommer moins, peut-être, ou trouver des dispositifs qui permettent de réduire cette consommation d'eau. Mais en tout cas, réemploi versus lavage, lavage versus recyclage, on est convaincu aujourd'hui qu'il y a un gain eau-énergie. On y reviendra plus précisément cet après-midi. Oui, David, si tu permets, Frédéric Jean, l'ADEME. Tu es où? Je suis derrière le pupitre, pour ceux qui ne voient pas. Je complète juste parce que ces réponses, vous les trouvez dans l'étude qui a été citée tout à l'heure, qui est sur l'impact environnemental du réemploi, qui est sortie très récemment, cette année. Donc, vous trouvez sur le site de l'Observatoire du réemploi de l'ADEME. Moi, je l'ai lu très rapidement et effectivement, au bout de 2-3 réemplois, l'impact eau, qui est l'impact le plus fort du réemploi, il est favorable au réemploi par rapport au recyclage. Alors que pour les autres impacts, au bout du premier réemploi, c'est bon. On a des impacts positifs par rapport au recyclage ou en tout cas à l'emballage unique. Donc, si vraiment vous voulez creuser la question, il y a cette étude passionnante, mais un petit peu compliquée et dont on parlera sûrement cet après-midi avec des gens beaucoup plus spécialistes que moi. Et c'est disponible et c'est travaillé cette question. Et je rebondis là-dessus parce que ça, c'est peut-être un sujet qu'on évoquera pas directement, en tout cas pas explicitement. Un sujet qui peut faire l'objet de questionnement, c'est le sujet du transport. Ça, on a aussi justement cette étude ADEME précise, je dirais, les périmètres géographiques où c'est pertinent ou pas.
Et effectivement, c'est là où cette dernière étude est très intéressante parce qu'elle montre qu'effectivement, à partir d'un nombre de cycles très faible, on a un gain et que ça, y compris dans un rayon potentiellement assez important, de l'ordre de 600 km, on maintient un gain sur 2 à 4 heures d'utilisation. Donc évidemment, l'un des éléments d'optimisation, ça on y reviendra peut-être plus justement sur les volets économiques et logistiques, on a intérêt à mailler autant que faire se peut le territoire, sous réserve de trouver aussi l'équilibre économique, coopératif avec les différents acteurs, mais qu'en tout cas, on peut s'autoriser, je dirais, à faire mieux en faisant du réemploi déjà, et puis on pourra faire du réemploi mieux dans un second temps, mais voilà, on a déjà, le réemploi apporte déjà une solution plus intéressante. Si je laisse d'autres questions s'il y en a, sinon je répondrai à la question qui a été posée. Merci sur la discussion. Alors j'ai une question qui a été posée en ligne. La personne se pose la question sur la thématique des jalons réglementaires. Est-ce que, en fait, on parle beaucoup en fait des obligations pour les producteurs, mais qu'est-ce qu'il en est finalement des distributeurs? Est-ce qu'ils ont une obligation d'un minimum de collecte, de contenants réemployables, etc. Alors c'est effectivement quelque chose que je n'ai pas présenté. Peut-être que je ferai appel à Clémentine Kossig du réseau Vrac et Réemploi qui est présente. Je t'invite à lever la main, peut-être aussi pour qu'on t'identifie. Merci Clémentine. Là, justement, je n'ai pas les jalons réglementaires précis, mais je sais qu'il y a une obligation qui, effectivement, est historiquement plus liée au vrac. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté, mais on l'a vu, justement, vrac et réutilisation, réemploi, dans le cadre de la loi AGEC, justement, tout ça peut être consolidé. Et en tout cas, il y a une obligation, je ne sais plus à partir de quelle date, ça, j'en suis désolé, il faudra qu'on vous le retrouve et on vous apportera une précision suffisante dans la réponse. Mais en tout cas, d'avoir une superficie, dès lors qu'on a des commerces qui ont plus de 500 mètres carrés, il me semble 200 mètres carrés, 400 mètres carrés, voilà, il faut 20% de surface ou 20% de chiffre d'affaires. Enfin, voilà, je crois qu'il y a plusieurs indicateurs, mais il y a une obligation des distributeurs d'engager une partie de leur offre sur du réemploi. Donc là, il n'y a pas un nombre d'unités de vente spécifiquement. Après, il faudra voir ça justement, et ça l'ADEME aussi de mémoire travaille à définir comment on calcule ce qui est réemployé ou pas, ce qui est vrac ou pas. Et comment on comptabilise tout ça, mais si, il y a bien une obligation pour les distributeurs de l'ordre de 20%, donc c'est pas quand même anodin, de superficie allouée à un moment donné, aux superficie ou chiffre d'affaires alloué à du vrac et ou au réemploi assimilé. Nickel, ça marche. Bonjour, Victor Sagne à MME. Donc nous, on est concepteur et fabricant de machines, et notamment, pour notre belle région, on a une partie de nos clients qui sont dans le vin. Et moi, ma question, elle portait un peu sur sur le concret, sur l'impact que ça va avoir pour le consommateur et pour le fabricant. Sachant que, par exemple, pour reprendre le vin, vous avez donc multiples bouteilles qui vont avoir des formes différentes suivant les producteurs. Est-ce que le consommateur, à la fin, va devoir faire le tri lui-même et renvoyer directement au fournisseur? Et est-ce que le fournisseur, quand il va recevoir toutes ces bouteilles, doit renvoyer ça à un centre de lavage pour récupérer ces bouteilles à lui, finalement? Je vais apporter seulement quelques éléments de réponse. Justement, tant mieux, les questions que vous posez, je pense, font écho à pas mal de problématiques, thématiques qu'on a imaginées pour les tables rondes. Donc, ça me rassure sur le fait qu'on vous apportera des réponses via des sachants, des experts sur le volet. Ce que je peux indiquer, c'est que Dominique, notamment, aurait aimé, et je le comprends à juste titre, qu'on vous présente un petit peu le modèle copier-coller de ce qui peut fonctionner et qu'on peut répercuter pour engager des boucles de réemploi un peu partout. Force est de constater qu'il y a une version, on va dire, globale qu'on retrouve sur ce qu'est la boucle du réemploi. Sur la construction de ces modèles, ça dépend quand même beaucoup des territoires, des acteurs. Certains vont tout gérer, certains vont faire appel à des opérateurs de lavage, certains vont laver eux-mêmes leurs bouteilles, certains vont mutualiser leur équipement avec d'autres producteurs, vont standardiser leurs bouteilles ou pas. Il y a une diversité de choses possibles. Ce que je peux peut-être dire, pour peut-être un peu ouvrir sur les tables rondes, il y a effectivement... On se questionne aujourd'hui comment passer sur une massification suffisante sans une harmonisation, une standardisation des emballages et une certaine harmonisation, peut-être aussi standardisation des modèles opérationnels avec effectivement certainement des opérateurs de lavage qui à un moment donné vont assurer ce passage entre justement effectivement un distributeur, des producteurs et puis le consommateur qui vont faire ce lien pour qu'à un moment donné on vienne s'assurer qu'on récupère des bouteilles et qu'on les fasse laver. Après voilà, donc ça se construit de manière diverses et variées. Ce que je peux dire sur les bouteilles, peut-être aussi pour ouvrir un peu la discussion sur les tables rondes associées, il y a un vrai sujet d'harmonisation et standardisation à un moment donné. C'est bien pour ça qu'en fait on a fait une table ronde spécifique sur ce volet-là, alors que ce n'est pas une étape opérationnelle à proprement dit de la boucle du réemploi.
qui pose des questions sur effectivement l'adoption par les consommateurs, mais aussi tous les autres acteurs opérationnels, sur l'image de marque, parce qu'aujourd'hui, si on a eu pléthore de bouteilles, c'est parce que justement des gens ont souhaité se démarquer et qu'on leur propose dorénavant d'avoir la même bouteille que tout le monde. Ça va poser des questions, et donc ça, justement, là, ce serait plutôt justement les acteurs et actrices qu'on va voir sur les différentes tables rondes qui pourront aussi justement vous montrer les freins qui sont potentiellement de simples barrières psychologiques, mais qu'il faut tout de même lever, et les vrais freins qui sont des freins plus opérationnels, mais comment justement on peut trouver des leviers et inciter justement et se démarquer autrement que par le contenant en soi. Mais il y a une vraie problématique voilà, d'essayer de trouver quand même un modèle un peu reproductible sur la boucle de réemploi, et ça c'est plus le travail justement à la grande échelle de reuse, la démarche reuse avec Citeo. En tout cas, eux, c'est cette dynamique-là dans laquelle ils sont, avec la grande distribution et les producteurs industriels, et puis il y a des producteurs qui sont moins industriels, qui ont d'autres modèles certainement à construire, peut-être à se greffer, peut-être des coopérations, mais tout ça justement est à construire. Et puis voilà, un vrai sujet sur la standardisation et l'harmonisation des emballages. Bonjour, je suis Francis Durand, le gérant de JFD Packaging à Dijon, donc spécialiste dans les emballages sur mesure pour l'industrie. Je voudrais savoir comment ça se passe pour les entreprises qui mettent sur le marché d'autres produits, donc des entreprises qui n'utilisent pas le verre, mais des cartons compacts ou des doypacks en plastique. Comment ça se passe pour eux, pour le réemploi? Alors, ils sont tout aussi concernés. On est tout aussi concernés par eux. En tout cas, nous, on souhaite s'adresser à tout ce qui relève de l'emballage dès lors qu'il peut devenir réemployable. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, on considère que on n'a pas de dogme, en tout cas, de position dogmatique sur le verre plus qu'un autre. C'est sûr qu'on est sur, en tout cas, dans l'objet de l'association, il y a le souhait de viser des gains environnementaux. Donc, c'est sûr que à solution identique, on ira essayer de proposer la solution la plus pertinente sur tout l'ensemble, je dirais, du volet. Pour autant, force est de constater que sur de nombreux sujets, on a recours à de l'acier, à du plastique, à du bois, à du carton, et que pour de diverses raisons sur lesquelles justement nous on n'est potentiellement pas sachants, c'est plus le métier de gens de spécialistes de l'agroalimentaire ou de l'emballage justement, que en tout cas il faut trouver des solutions. Mais en tout cas, nous, ces acteurs-là, on souhaite les avoir, je dirais, dans notre périmètre d'intervention. Il se trouve que aujourd'hui, le verre notamment, le plastique et l'acier sont des matériaux qui ont été identifiés quand même comme plus aisés, je pense en tout cas, ou ayant fait leur preuve peut-être dans le temps, comme aptes au réemploi. Et donc du coup, forcément, je pense que on se saisit du passé pour construire un peu le futur, mais le futur n'évacue pas ces autres solutions-là. Je vais compléter. C'est vrai que sur le sujet, il y a une grosse pression médiatique depuis plusieurs années sur les plastiques à usage unique. Et c'est vrai que très vite, dans l'imaginaire médiatique, il y a eu la question emballage à usage unique plastique contre emballage en verre. Et donc, en fait, on a deux réglementations et deux tendances politiques. Une qui est vraiment sur il faut réduire le plastique à usage unique. Dans le plastique à usage unique, majoritairement des emballages, mais pas que. Et au-delà de la question de la réduction du plastique à usage unique, il y a la question des emballages au sens large, quels que soient leurs matériaux, et du réemploi des emballages. Aujourd'hui, dans toutes les réflexions, toute la connaissance qui est produite, c'est quand même majoritairement sur la question des emballages en plastique à usage unique qu'on remplacerait par quelque chose d'autre. Nous, on fait beaucoup de formations. Ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est que ça ne sert à rien de remplacer 10 milliards de bouteilles en plastique à usage unique par 10 milliards de bouteilles en plastique en verre, par 10 milliards de bouteilles en verre à usage unique. Donc, il y a deux choses. Il y a la question du matériau et il y a la question de l'usage. Aujourd'hui, principalement, c'est sur la question de la consommation à domicile, mais le gros des emballages, en fait, il est plutôt sur le monde industriel et commercial. Je pense que c'est deux, trois fois plus d'emballages qu'on a dans le monde industriel et commercial que ce qu'on a dans les emballages ménagers. Donc aujourd'hui, on adresse cette problématique des emballages ménagers beaucoup sur la question de est-ce qu'on va substituer des emballages plastiques à usage unique par du verre réemployable à destination des ménages. Mais on sait dans notre association que dès l'année prochaine, il faudra qu'on travaille sur la question de tous les emballages, de tous les matériaux, et que ce soit pour les ménages ou pour les commerçants entre eux, les industriels entre eux. Prenons la distribution, une cagette en bois, c'est un emballage.
et c'est un emballage qui est réutilisé actuellement, réemployé largement. Les palettes dont on parlait tout à l'heure, les palettes sont dans le champ de la définition des emballages. Et une palette, pour le coup, c'est quand même largement réemployé. Et on a même une économie, tout à l'heure, vous en parliez, jusqu'où va le soutien public, jusqu'où va l'argent public dans l'impulsion ou dans le soutien à un dispositif. Les palettes, il y a une économie de la palette qui existe. Il y a un marché de la réparation de la palette. Et on n'a pas besoin de soutien public pour que ça marche. Donc demain, on aura probablement besoin de se poser ces questions. Comment est-ce qu'on arrive à ce que ce qu'on fait très bien, ce qui marche très bien sur la palette, puisse se faire sur tout type d'emballage, tout type de matériaux? Oui, Louise Rouget, direction environnement de la région. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que ça n'a pas un lien avec la mise en place future de la REP sur les déchets d'emballage industriels et commerciaux qui devrait peut-être justement rendre plus dynamique cette réflexion sur ce type d'emballage? Et puis j'avais une question par rapport au contexte réglementaire, au décret 2022, enfin tout ce que vous avez exposé en introduction, concernant les éco-contributions auprès des éco-organismes. Donc là, je m'adresse plus aux éco-organismes et je voulais savoir comment est faite la communication auprès des producteurs qui doivent contribuer, et en particulier certains types de producteurs ou distributeurs comme les restaurateurs qui n'ont pas forcément le niveau de connaissance et d'information. Donc je veux savoir quels étaient les plans de communication et de sensibilisation auprès de ces contributeurs. Merci. Alors, surtout, il ne faut pas que je rentre dans trop de détails parce que là, on parle des filières REP, des filières à responsabilité élargie des producteurs. C'est un dispositif qui, à la base, a été pensé pour injecter de l'argent, en fait, dans les systèmes de gestion des déchets dans les années 80-90. Et ça a été pensé pour ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a effectivement des éco-contributions sur plein d'objets. Des fois, c'est affiché, des fois, c'est pas affiché. Le meilleur exemple, là où c'est affiché, c'est sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous voyez dons éco-participation, ce qui veut dire que l'ensemble de ces éco-contributions éco-participation sert à financer un dispositif qui va aller collecter et traiter les déchets. Parce qu'on était structurellement, dans les modèles de gestion de déchets, sur des économies qui n'étaient pas rentables. Et donc, ça, grosso modo, ça coûtait moins cher et on limitait les dégâts en mettant tout vulgairement dans un grand trou plutôt qu'en construisant des systèmes de recyclage. Donc, premier point, il a fallu structurer ça, il fallait de l'argent, et donc le principe est de dire, vous achetez un produit, donc à un moment ou un autre, vous serez un pollueur, et donc à un moment ou un autre, il faut que vous payiez quelque part le coût de cette pollution au moment du devenir du déchet. Donc ça se multiplie sur plein d'objets. Ça existe sur les emballages ménagers depuis 1990. Ça va exister sur les déchets d'emballage industriels et commerciaux à partir de 2025, il me semble. Et comme je le disais tout à l'heure, les emballages ménagers, c'est à peu près 5 millions de tonnes par an. Les emballages industriels et commerciaux, on est à 2 à 3 fois plus sur toute une diversité d'acteurs et de metteurs en marché notamment. Il y aura des éco-organismes qui vont se positionner sur ça. Donc l'éco-organisme, quelque part, c'est la structure qui est chargée d'aller chercher l'argent auprès de ceux qui doivent payer. Ceux qui doivent payer, c'est les metteurs en marché. Donc les metteurs en marché doivent soit se débrouiller tout seuls pour assurer la fin de vie de leurs déchets, ou pour éviter qu'ils existent, mais évidemment, ce seraient des coûts tellement importants que généralement, ils se regroupent dans des structures qu'on appelle les éco-organismes. Donc on va avoir des éco-organismes qui vont exister à partir de 2025 pour aller travailler sur cette question des déchets industriels et commerciaux. Et donc, l'éco-organisme, pour qu'il puisse quelque part assurer sa responsabilité, il doit aller séduire les metteurs en marché. Donc il faut absolument, et donc là vous avez des concurrences, tout à l'heure on parlait de l'éco, vous avez Citeo. Citeo et l'éco sont en concurrence pour quelque part faire venir des metteurs en marché chez eux et collecter leur éco-contribution, et avec l'ensemble de ces éco-contributions, aller soutenir des dispositifs de réduction et de recyclage des déchets. On a à peu près une idée de ce qui sera demain sur la filière des déchets industriels et commerciaux.
On pense que l'éco se positionnera probablement, on pense que Citeo se positionnera probablement, mais là, on est plutôt historiquement sur le monde des emballages ménagers ou des produits agroalimentaires. Mais les emballages industriels et commerciaux, comme je le disais tout à l'heure, on en a sur tous les secteurs. Donc on a des emballages industriels et commerciaux dans le monde de la construction notamment. Et donc, est-ce que quelque part, le capital de connaissances de Citeo ou de l'éco, qui est plutôt tourné sur, on va dire, l'agroalimentaire, la grande distribution, la grande consommation, a du sens pour aller travailler sur des acteurs qui sont plutôt des vendeurs de produits du bâtiment. Donc on peut se dire qu'il y aura probablement d'autres acteurs qui viendront se positionner, et c'est là où quelque part, et c'est très positif, on s'éloigne du monde des déchets et on se rapproche du monde de la production, de la distribution et de la consommation. Le déchet, c'est le bout de la chaîne. Et tout ce qu'on ne compte pas dans les déchets, c'est autant de choses qu'on a évitées, et le réemploi, c'est notamment à ça que ça sert. Donc, on a un peu, on sait qui probablement se positionnera sur cette future filière, et après, ces éco-organismes-là, pour répondre à la question, vont devoir aller se rapprocher de tous les metteurs en marché pour leur dire, la réglementation dit que vous êtes un metteur en marché au titre d'un emballage industriel, que ce soit produit dangereux, que ce soit, on parlait tout à l'heure de la SNCF, la SNCF potentiellement, si elle utilise des emballages, elle sera considérée comme un metteur sur le marché. Donc à ce titre-là, elle aura une obligation. Soit elle se débrouille en interne, elle gère toute seule ses emballages de tous ses produits, soit elle se tourne vers un éco-organisme et elle travaille avec l'éco-organisme. Donc les éco-organismes, de toute façon, eux sont dans une démarche de prospection commerciale pour aller chercher le plus de metteurs en marché possible adhérents chez eux, parce que ça leur fera le plus de ressources financières possibles derrière pour proposer des solutions de réduction et de gestion des déchets. Donc ça, c'était sur la première question. La deuxième question, et j'ai peut-être oublié la première. Vous avez répondu à la deuxième. La première, c'était concernant non pas la future REP, mais la REP actuelle, emballage ménager. Et donc la contribution de producteurs tels que les restaurateurs. Et alors, En fait, les petits contributeurs. Oui, sur les restaurateurs, effectivement, on a, et le temps file, c'est ça? Sur les restaurateurs, on a effectivement une espèce de filière intermédiaire qui existe depuis cette année, qui est la filière des emballages de la restauration commerciale. Et donc, eux aussi, potentiellement, vont devoir adhérer à un éco-organisme. Je sais que Citeo s'est positionné, l'éco, je ne sais pas, je crois qu'ils font partie. Et il me semble que là, c'était plus du côté du ministère où il y a eu un peu de retard. C'est que les dossiers d'agrément, parce qu'il y a des agréments ministériels, les dossiers d'agrément ont été déposés. Et il me semble que le ministère ne s'est pas encore officiellement positionné. Et c'est vrai que demain, ces restaurateurs seront des metteurs en marché eux aussi et devront s'acquitter d'une obligation et probablement adhérer à un éco-organisme. Merci. Je vais me permettre de clôturer ce temps de questions-réponses. Ce que je peux indiquer quand même, justement pour clôturer sur ce volet des éco-organismes, on a la chance aujourd'hui, alors Maud Craplet est partie en réunion, mais elle revient à partir de midi. On a la chance d'avoir, alors je ne sais pas si Laurine Grandet de Citeo est arrivée, si c'est le cas, je veux bien qu'elle se signale, mais sinon elle arrivera peut-être plus tard. Donc on a la chance d'avoir deux interlocutrices de ces éco-organismes qui pourront certainement vous apporter des précisions sur, en fonction de la production, du type de production, la quantité, etc., si vous êtes concerné ou pas, et si oui, quels sont les montants et comment ça se passe, et quelles sont aussi peut-être aussi les tendances et les dynamiques, effectivement, et les positionnements de ces acteurs sur les différentes REP qui vont se mettre en place dans les années à venir. Voilà, je vous invite à prendre contact avec ces personnes-là parce que c'est pas un sujet qu'on va être amené à réévoquer dans le reste de la journée si vous souhaitez avoir plus de précision. Voilà. Merci, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à la première pause café. Ça sera l'occasion justement de poser quelques questions-réponses de manière un peu plus informelle. Et puis on se donne rendez-vous à 11h30, s'il vous plaît.